C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Au nom du bureau, je tiens à remercier déjà l'honorable assistance, les collègues et amis qui sont parmi nous. Je tiens à vous remercier spécialement, docteur Emmanuel Longeau ainsi que docteur Olivier Fouquet de l'équipe de Angers. Vous avez accepté sans hésitation et avec grand intérêt d'animer le webinaire d'aujourd'hui à propos de la chirurgie de la crosse de l'aorte. Je sais que l'équipe de Angers est une équipe qui a ses particularités dans la gestion de la circulation extracorporelle, dans la conduite et la gestion de la CEC, mais également dans les techniques de protection cérébrale. Et alors que ces deux items sont des conditions obligatoires pour le succès d'un geste sur la crosse de l'aorte. Je sais pertinemment que les présentations vont être très intéressantes. Donc, si vous voulez commencer, n'hésitez pas déjà à vous présenter, cher Olivier, et puis à tour de rôle aussi, cher Emmanuel, avant de présenter votre conférence. On laissera les questions pour la fin du webinaire et je vous dis à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci de votre invitation, professeur Madani. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer, mais je pense que le courant passe bien. Le courant passe tellement bien qu'on a traversé la Méditerranée. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on a accepté. Alors, moi, je me présente. Donc, je suis le docteur Olivier Fouquet. Je suis chirurgien cardiaque. J'ai fait mes armes au départ à Lille et puis à Rennes. Donc, je suis arrivé en 2010 au CHU d'Angers. Avec, c'est vrai, une thématique un peu une thématique sur l'aorte. Et puis, ma formation m'a permis de rencontrer des maîtres en la matière, là, puisque c'était Alain Prat à Lille et puis Jean-Philippe Verroy à Rennes, qui m'ont un petit peu, on va dire, mis le pied à l'étrier sur cette chirurgie-là. Donc moi, je vais vous parler de la chirurgie de la crosse aortique, en particulier la chirurgie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et puis, le docteur Emmanuel Longeau, alors on est sur le même ordinateur, donc on aura voilà, donc le docteur Emmanuel Longeau, qui est médecin anesthésiste réanimateur, mais je pense que je vais te laisser l'occasion de te présenter. Donc, bonjour, moi je suis le docteur Longeau, chef de clinique en anesthésie, depuis peu en chirurgie cardiaque, ça fait 2 ans que je fais ça. J'ai fait toute ma formation à Angers et là, ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe de chirurgie cardiaque. Donc, je vous parlerai un petit peu des spécificités de l'anesthésie dans cette chirurgie-là. Bienvenue, merci beaucoup. Elle est jeune, mais elle est très investie. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'elle parlait avec brio sur l'anesthésie, le management de la CEC et puis les techniques de protection cérébrale. Je vais commencer tout de suite ma présentation, si c'est bon pour vous. Parfait, on y va. Vous voyez le diaporama, c'est bon pour vous? C'est très bien, parfait. Donc, je ne vais pas me représenter, mais l'idée de ma présentation, c'est donc de vous parler de la chirurgie de la crosse aortique, et en particulier donc, de l'arche aortique et le développement des nouvelles techniques. En particulier, je vais insister un petit peu plus sur ce qu'on appelle les prothèses hybrides, c'est-à-dire des prothèses qui concilient à la fois une partie, je dirais, très chirurgicale avec, dans le design de la prothèse, avec une partie d'acron et une partie endovasculaire, c'est-à-dire avec une endoprothèse. Alors, pour parler de la chirurgie aortique, il est primordial de parler de l'histoire un peu de cette chirurgie de la crosse. Et la première intervention qui avait été réalisée sur un anévrisme disséquant de la crosse aortique avait été réalisée en 1955 à Houston par Dayton Cooley et Michael DeBakey, et qui avait eu le mérite à l'époque de faire cette chirurgie sans circulation extracorporelle, puisqu'ils avaient implanté un shunt passif, vous le voyez, avec un système de raccord entre l'aorte ascendante, les troncs supraortiques et l'aorte thoracique descendante, afin d'isoler la partie anévrismale et de la réséquer. Alors, bon, le patient n'a pas vécu plusieurs semaines, mais en tout cas, c'est le premier acte chirurgical rapporté dans la littérature. Et si vous cherchez un jour cet article, vous ne le trouverez pas dans une revue de chirurgie cardiaque, puisqu'il n'a été publié que dans une revue de gynécologie obstétrique. Il n'y avait pas de journaux traitant de la chirurgie cardiaque à l'époque.
Une autre date qui est importante, puisque ça fait partie, c'est dans les préliminaires en tout cas de ma présentation, c'est l'équipe allemande, l'équipe Danov, qui a proposé la technique de Borst, qui est l'éléphant trunk, c'est-à-dire la trompe d'éléphant, dont le principe est, après une chirurgie au niveau de la crosse aortique, de faire flotter dans l'aorte thoracique descendante un bout de prothèse, c'est cette trompe d'éléphant qui flotte à l'intérieur de l'aorte thoracique descendante et qui permet dans un second temps de traiter toutes les pathologies ou en tout cas les anomalies de l'axe thoraco-abdominal. En 1994, Dake a lui proposé la mise en place d'endoprothèses directement implantées à un ciel ouvert pour traiter la partie proximale de l'aorte thoracique descendante. Une autre date importante, c'est 1996. Les équipes asiatiques ont énormément de publications parce qu'ils ont beaucoup de pathologies de la crosse en Asie, en particulier au Japon et en Chine, et ont proposé ces techniques de prothèses hybrides, alors des prothèses homemade, fabriquées directement chez eux, et ont pu traiter une dizaine de cas, dont vous voyez 7 anévrismes et 3 dissections. D'autres messages, je ne vais pas développer puisqu'Emmanuel Longeau va pouvoir vous en parler un petit peu après. C'est toute la partie protection cérébrale. Protection cérébrale avec, je dirais, 3 entités. L'arrêt circulatoire en hypothermie profonde, en général avec une température à 18 degrés Celsius, mais qui limite le geste opératoire en général à 45 minutes et qui avait été proposé par Randall Grip. La perfusion cérébrale antérograde avec une soluté de perfusion antérograde, en général, alors c'est soit du sang en hypothermie à 28 degrés ou on peut même aller dans certains cas en normothermie, qui avait été proposé par les équipes, en particulier Jean Bachet, dans les années, fin des années 80 et début des années 90. Et enfin, la perfusion cérébrale rétrograde, qui avait été proposée par l'UEDA et qui consiste là à perfuser de façon rétrograde par la veine cave supérieure du sang en général en hypothermie, c'est-à-dire à 18 degrés Celsius. Je ne vais pas développer, mais juste pour dire que la littérature est très dense dans le domaine de la protection cérébrale et que, à mon avis, et je pense que c'est partagé par toutes les équipes qui font beaucoup de chirurgie de crosse, c'est que la meilleure protection cérébrale, c'est celle que l'on pratique le plus souvent. Il faut pas, on a une idée, nous à Angers, Emmanuel va peut-être probablement en parler, on a un procédé qui est adapté par toute l'équipe et qu'on peut retranscrire d'un patient à l'autre. Donc la meilleure protection cérébrale, et ça vraiment j'appuie sur ce point-là, c'est celle qui est pratiquée de façon routinière. Alors, en ce qui concerne les chirurgies de la crosse, je vais passer rapidement sur les différentes techniques de chirurgie de la crosse. On peut faire des remplacements complets ou partiels de la crosse, avec ici une anastomose que l'on peut réaliser dans la concavité de la crosse, c'est ce qu'on appelle la technique de l'hémi-arche. La technique de Borst, dont je vous en ai parlé, c'est la trompe d'éléphant, c'est cette fameuse prothèse que l'on fait flotter dans la partie proximale de l'aorte thoracique descendante. Et après, l'autre stratégie, c'est quelle attitude vis-à-vis des troncs supraortiques, une réimplantation qui peut se faire soit en monobloc, c'est-à-dire une palette qui est découpée, qui va emporter le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide primitive gauche et l'artère sous-clavière gauche, ou de façon séparée, comme ici, où on réimplante séparément les différents troncs supraortiques. Et tout ça, bien sûr, doit être adapté en fonction de la pathologie, de l'anévrisme ou de la dissection qui va concerner la crosse ou les différents troncs supraortiques. D'autres techniques qui sont développées actuellement, qui sont des techniques plutôt endovasculaires, c'est-à-dire des techniques de translocation complète des troncs supraortiques, où on va dériver les troncs supraortiques, le tronc artériel brachiocéphalique, par exemple, la carotide primitive gauche qui peut être réimplantée dans le TABC. La même chose pour l'artère sous-clavière gauche, ce qui permet d'implanter et d'aller implanter des endoprothèses couvertes qui vont traiter ces pathologies au niveau de la crosse aortique, essentiellement dans des patients qui sont considérés à haut risque chirurgical. Un patient qui est capable de supporter une chirurgie de la crosse sera plutôt orienté vers les différentes techniques que je viens d'évoquer. Alors les prothèses hybrides maintenant,
les prothèses hybrides, je ne sais pas si vous savez, mais il existe une segmentation maintenant qui est devenue assez routinière et qui a été développée par les chirurgiens qui font surtout du traitement endovasculaire, qui est une segmentation de l'aorte en 9 parties. Le segment 0 correspond à la projection de l'aorte au niveau du tronc artériel brachiocéphalique, le segment 1 en regard de la carotide primitive gauche, le segment 2 au niveau de l'artère sous-clavière gauche, segment 3 au niveau de l'isthme, segment 4 au niveau de l'aorte thoracique descendante, segment 5 c'est au niveau du tronc cœliaque, segment 6 au niveau de l'artère mésentérique supérieure, segment 7 et 8 pour les artères rénales, et enfin la partie de l'aorte sous-rénale pour le segment 9. Donc il y a vraiment une segmentation très particulière. Et les prothèses hybrides, le but de la prothèse hybride va être de traiter dans le même temps opératoire les segments de 0 à 2 et dans le même temps un traitement endovasculaire au niveau du segment 4 et qui va déborder au niveau du segment 4. Les prothèses hybrides, alors je vais en parler essentiellement de 2 prothèses hybrides puisque ce sont les prothèses qui sont actuellement commercialisées en France et qui sont les plus historiques. La Prota Evita Open qui a été donc commercialisée par Jotech et des prothèses qui ont été développées pour les deux pour des équipes allemandes. L'Evita Open à partir de 2005. Il y a eu un registre international qui a pris en compte 10 centres et un registre français qui était le registre Noé qui a inclus 16 centres en France pour lequel on a pu avoir 5 ans de recul. La deuxième prothèse que l'on utilise aussi à Angers, c'est la Thoraflex de chez Vascutech, qui est une prothèse qui est fabriquée en Écosse, dont la première implantation a eu lieu en 2010 dans l'équipe d'Hanovre et pour lequel Shrestha et Avrich ont une expérience importante. Et ces prothèses hybrides, comme on avait l'Elephant Trunk pour la technique développée par Borst, on a aussi la Frozen Elephant Trunk, parce que la trompe d'éléphant est complètement figée dans l'aorte thoracique descendante. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Frozen Elephant Trunk. On ne peut, quand on parle de chirurgie de la crosse et qu'on va traiter la partie proximale de l'aorte thoracique descendante, il est vraiment important de s'intéresser à l'imagerie. Je crois que ça, c'est vraiment une donnée qui est primordiale. On travaille, nous, ici, avec une équipe qui est assez réputée sur la partie imagerie, et en particulier imagerie de l'aorte. Et pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où on va commencer à implanter des endoprothèses au niveau de l'aorte thoracique descendante, il nous faut des mesures, en particulier sur la longueur du collet proximal, la longueur du collet distal, la longueur de la lésion à traiter. Et c'est à partir de ces techniques d'imagerie que l'on pourra définir la taille de prothèse à implanter et le niveau de largage de la prothèse. Parce que ça, c'est vraiment une donnée aussi qui est importante. Et je vais en reparler. Là, j'ai un cas clinique à vous montrer après pour vous expliquer l'intérêt de la zone de largage. Alors, vous voyez ici sur des pathologies, ce sont des anévrismes disséquants, très volumineux, où là, bien sûr, il est impératif de faire une chirurgie de la crosse, mais aussi d'envisager un traitement de la partie proximale de l'aorte thoracique descendante. Vous voyez ici encore des images où on a clairement ici une porte d'entrée qui est très large au niveau de la partie descendante. Ici, c'est un patient qui avait déjà été traité pour une dissection de type B, mais avec toujours une alimentation du faux chenal qui se faisait dans la crosse aortique. Et ici, vous voyez cette coupe sagittale avec un très volumineux anévrisme partiellement thrombosé. Alors, quelles sont actuellement les recommandations? Les recommandations, c'est bien sûr essentiellement les pathologies disséquantes, que ce soit les dissections aiguës ou les dissections chroniques, en particulier si on a une porte d'entrée dans la crosse ou dans la portion proximale de l'aorte thoracique descendante. La notion d'évolutivité, lorsque le diamètre aortique évolue de plus d'1 cm par an ou que celui-ci est supérieur à 6 cm, alors on retrouve, là je vais vous montrer dans les recommandations américaines, on est plutôt aux alentours de 55 mm, mais il faut prendre aussi en compte les antécédents personnels du patient, en particulier les antécédents de dissection et les antécédents familiaux ou toutes les pathologies du tissu élastique qu'on peut voir chez les Marfan ou encore dans le cas d'Eloïde Dietz. Les dissections rétrogrades,
c'est ce qu'on appelle les types A, non A, non B. Ces dissections rétrogrades, on en voit de plus en plus, en particulier dans les traitements endovasculaires. Plus les chirurgiens vasculaires vont mettre des endoprothèses au plus près de la crosse aortique, et on voit malheureusement, enfin, ou en tout cas on en voit assez régulièrement, des dissections rétrogrades avec des déchirures sur les endoprothèses implantées dans le cas des TEVAR, et toutes les pathologies complexes anévrismales au niveau de la crosse et de l'arche aortique. Les recommandations américaines, c'est à peu près les mêmes. Dès qu'il y a une porte d'entrée qui est extensive, ou tous les anévrismes supérieurs à 55 mm. Alors, quelle est la meilleure stratégie, enfin, quelles sont les stratégies qui ont été développées pour traiter à la fois l'arche aortique et la partie proximale de l'aorte thoracique descendante? On peut traiter ces lésions-là soit en 2 temps, soit en 1 temps. En 2 temps, c'est essentiellement les techniques trompe d'éléphant proposées par Borst et qui permet, dans les suites de cette chirurgie, de proposer un traitement endovasculaire ou une chirurgie ouverte. Les traitements peuvent se faire aussi en 1 temps opératoire avec, vous voyez, quand même des traitements qui sont relativement délabrants. Puis ça peut être des big thoracotomies, ce qu'on appelle les clamshells, hein, on lève carrément le capot, les sternotomies ou les thoracotomies. Les prothèses hybrides, mais ça je vais y revenir, effectivement, permettent de traiter en 1 temps ces lésions, ou les chirurgies de la crosse, la mise en place d'une endoprothèse dans le même temps opératoire, ou les techniques de débranching et les stenting de la crosse aortique, et bien sûr le développement aujourd'hui des techniques purement endovasculaires. Alors, les résultats dans la littérature, vous voyez par exemple sur des séries historiques comme l'équipe de Roselli qui avait, sur cette étude, qui avait pris en compte 405 patients qui avaient été opérés d'une procédure d'elephant trunk. Vous voyez que plus de la moitié des patients ont eu une seconde étape dans la prise en charge de leur pathologie aortique, et que dans la très grande majorité des cas, il s'agissait essentiellement de chirurgie par thoracotomie et de CEC. La trompe d'éléphant, bien sûr, permet aussi de traiter en endovasculaire ces pathologies-là. Lorsqu'on regarde ici dans le papier qui avait été proposé par l'équipe allemande dans le JTCS en 2014, ça s'intéressait essentiellement aux patients qui étaient atteints d'une dissection aortique aiguë. Ils avaient comparé des patients pour lesquels il y avait seulement une technique de l'hémiarche, donc vraiment la suture dans la concavité de la crosse, et ils avaient comparé ça à des patients à qui ils avaient fait la même chirurgie, mais avec la mise en place d'une endoprothèse à ciel ouvert, une endoprothèse Cook, et qu'il était important d'oversizer de plus de 15% cette endoprothèse, et qu'ils obtenaient dans plus de 80% des cas une thrombose complète du faux chenal. Et lorsqu'on regarde justement la comparaison de ces 2 groupes, il était noté qu'il y avait plus de réintervention vraiment chirurgicale, le vrai thoraco-abdo, lorsque pour les patients pour lesquels il n'y avait qu'une chirurgie de l'hémiarche, alors qu'on avait essentiellement un traitement endovasculaire pour les patients pour lesquels on avait fait une endoprothèse, enfin une hémiarche plus endoprothèse associée. Alors ça, c'était de façon anecdotique. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais qui a maintenant complètement disparu, qui était le Jumbo 10, qui était un système de stent non couvert, qui était largué à ciel ouvert, dont le but était vraiment de plaquer le flap intimal sur de plaquer le flap intimal sur la paroi aortique. Et il y a eu des cas rapportés de fracture de stent, et donc la commercialisation a été stoppée. Ici, les techniques de débranching, donc où on débranche tous les troncs supraortiques qui sont réimplantés en général au niveau de l'aorte ascendante, et qui permet la couverture complète de l'aorte thoracique proximale et de la crosse aortique par une endoprothèse.
mais quand même, on retrouve pas mal dans ces séries, et en particulier dans la série de Stéphane Houlon, qui est un chirurgien vasculaire qui fait beaucoup d'endovasculaire, parfois entre 4 et 10% de dissection aortique sur l'aorte ascendante. Donc, vraiment, pour l'instant, ces techniques-là sont vraiment destinées à des patients qui sont contre-indiqués à une chirurgie cardiaque conventionnelle, ou en tout cas avec un arrêt circulatoire. Alors, je voulais vous montrer ici une procédure qu'on a réalisée avec nos collègues de chirurgie vasculaire. À Angers, la chirurgie cardiaque traite essentiellement les pathologies, bien sûr, de l'aorte ascendante et de la crosse, et on travaille vraiment en collaboration avec nos collègues de chirurgie vasculaire qui, eux, ont l'habitude de traiter les pathologies au niveau de l'aorte thoracique et aorte abdominale. Et ils ont développé une technique, on pourra en discuter si vous voulez après, qui est la technique Stabilize, qui est une technique qui date de 2014, qui a été également développée en Allemagne, dont le concept est, dans les dissections de type B, de réaliser la couverture de l'aorte thoracique descendante par une endoprothèse, et en dessous de la partie couverte de l'endoprothèse, de mettre un stent non couvert pour vraiment déchirer le flap intimal et l'appliquer contre la paroi de l'aorte afin de faire en sorte qu'il n'y ait plus de faux chenal circulant. Donc ici, il s'agissait d'un cas clinique d'une femme de 68 ans, vous voyez, d'un tout petit gabarit, que j'avais vu en consultation initialement pour un anévrisme de l'aorte ascendante, et qui présentait des antécédents familiaux d'aortopathie de dissection aortique, avec un anévrisme à 56 mm, mais surtout un anévrisme qui avait pris plus de 3 mm en un an, et donc pour lequel j'avais estimé qu'il fallait réaliser un remplacement de l'aorte ascendante. Et 48 heures avant son hospitalisation en chirurgie cardiaque, elle fait une dissection de type B, avec des douleurs abdominales fluctuantes. Vous voyez ici son anévrisme et la dissection aortique de type B, avec une porte d'entrée qui était située dans l'aorte thoracique descendante. Vous voyez donc la déchirure ici, déchirure aortique, avec un tronc cœliaque qui naissait du faux chenal, une mésentérique supérieure qui a été disséquée, une rénale gauche qui naissait du faux chenal, une rénale droite du vrai chenal, et une patiente qui avait, comme vous voyez, une distension colique importante avec une certaine souffrance digestive. Donc là, l'urgence était vraiment de traiter la dissection de type B, donc c'est ce qu'ont fait mes collègues par la technique Stabilize. Et la technique Stabilize, donc j'espère que la vidéo passe bien, voilà. Donc la technique Stabilize, c'est dans un premier temps de protéger les artères cibles, que ce soit les rénales, la mésentérique supérieure, de monter une endoprothèse au niveau de l'aorte thoracique descendante. Donc là, vous voyez la orthographie, on voit bien ici le trait de dissection, le largage de l'endoprothèse qui se fait donc au niveau de l'aorte thoracique descendante, et dans un second temps, de déployer un stent non couvert. Voilà, donc le stent non couvert qui est déployé et qui va donc venir couvrir partiellement les artères viscérales. Et la particularité du Stabilize, c'est de gonfler un ballon semi-compliant pour vraiment fracturer ce flap intimal. Alors, on a un rendu qui est parfois pas très bon, mais sur ces images-là, on voit le stent qui s'ouvre. Vous voyez ici, il réouvre complètement le stent pour vraiment déchirer le flap intimal et l'appuyer, et puis avec un résultat, en tout cas, un traitement, on va dire, complet de sa dissection de type B. Et dans un second temps, donc on a traité sa partie, la portion ascendante, en sachant que comme elle avait une aortopathie familiale, l'idée c'était aussi de pouvoir traiter la crosse. Donc comme il n'y avait pas de dissection aortique, la cannulation artérielle est une cannulation aortique standard. Vous voyez ici le moignon aortique, on se situe vraiment au pied du tronc artériel brachiocéphalique. Le TABC se situe ici, la carotide primitive gauche à ce niveau-là. Donc le moignon aortique, ma zone de largage que j'avais privilégiée était au pied du tronc artériel brachiocéphalique. Et dans un premier temps, ça c'est ce que je commence à faire assez régulièrement, c'est de réimplanter
Alors là, vous voyez l'endoprothèse, puisqu'on est vraiment à ciel ouvert, l'endoprothèse qui avait été implantée dans le cas du type B. Voilà un peu le schéma de la procédure chirurgicale, avec un pontage réalisé au niveau du tronc artériel-brachiocéphalique, parce que l'artère sous-clavière gauche est quand même pas très facile à réimplanter. Donc là, on utilise de temps en temps des TA vasculaires qui permet comme ça de sectionner et de faire la suture en même temps de la carotide. Donc ça, c'est la prothèse hybride, donc avec une partie, vous avez vu, qui était introduite dans l'aorte, qui est la partie endovasculaire, et ensuite le déploiement de l'endoprothèse. Donc voilà, donc l'endoprothèse a été déployée. Vous avez différentes tétines qui sont destinées aux différents troncs supraortiques. Et l'avantage de ce type de prothèse-là, c'est qu'une fois qu'elles sont réimplantées, donc on fixe, il y a une collerette de suture qui permet vraiment de fixer la prothèse au moignon aortique. Donc là, on est vraiment au pied du TABC. Et finalement, toujours en arrêt circulatoire, et donc le cœur est toujours arrêté ici, on fait le remplacement de l'aorte ascendante supracoronaire. Alors ça décale en partie les troncs supraortiques qui vont être vraiment au niveau de l'aorte ascendante. Enfin, vous verrez sur le scanner final. L'avantage de ça, c'est qu'on peut repartir en CEC assez rapidement et de faire la réimplantation des troncs supraortiques avec un cœur qui bat, donc un cœur battant. Vous voyez ici, on ne le voit pas très bien. Donc là, on est reparti en CEC. La carotide gauche, le TABC qui est ici, la carotide gauche qui est ici, n'ont pas encore été réimplantés, mais par contre, le cœur bat, donc ça permet d'avoir un temps d'arrêt circulatoire qui est relativement réduit, et ensuite, qui permet surtout la réimplantation, vous voyez, donc la tétine pour le TABC, pour la carotide primitive gauche et l'artère sous-clavière gauche. C'est le résultat un petit peu final. Et l'avantage aussi de réimplanter et de larguer ces endoprothèses au plus près, c'est-à-dire du TABC, c'est qu'en cas de saignement ou si on a la nécessité de rajouter un point, de ne pas être trop loin quand on travaille habituellement, comme on travaille habituellement sur l'IS. Donc le scanner final, on a repris pour l'évaluation des différentes prothèses implantées, une segmentation. Le segment A qui correspond à la projection de l'aorte au niveau de l'endoprothèse, le segment B, la portion qui va de l'extrémité inférieure de l'endoprothèse jusqu'au niveau du tronc cœliaque, et segment C en partie du tronc cœliaque. C'est ce qu'avait prôné d'ailleurs l'équipe d'Hanovre. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, dans toutes ces techniques-là, on a un faux chenal qui est quasiment thrombosé au niveau du segment A et du segment B. Alors, les résultats dans la littérature, j'avais ici ramené sur des données qui ont quelques années, mais des données historiques, des différentes techniques de chirurgie de la crosse, la technique avec la prothèse Evita, avec la Thoraflex, l'Elephant Trunk, ici la technique de l'hémiarche plus la mise en place d'une endoprothèse à ciel ouvert, les endoprothèses multibranches qui sont proposées par Stéphane Rollon et les techniques de débranching. Et lorsqu'on compare dans la littérature avec des populations qui sont soit des dissections aortiques aiguës, soit des dissections chroniques ou des anévrismes, globalement, la mortalité, elle est à peu près similaire. C'est sûr que la mortalité, elle est ici un peu moins élevée, mais avec une population qui est moindre. Les taux d'accidents neurologiques sont à peu près équivalents, sauf qu'on retrouve des pourcentages un peu plus élevés dans la population des endoprothèses multibranches et de la Thoraflex. Alors, au niveau de la Thoraflex, l'explication vient surtout que dans cette population-là, il y avait aussi pas mal de dissections aiguës. Le taux de paraplégie, c'est ce qui est rapporté dans toute la littérature, c'est globalement entre 0 et 5% à peu près en moyenne de paraplégie ou de parésie en post-opératoire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les techniques d'Evita Open ou de prothèse hybride, on obtient assez régulièrement une thrombose complète du faux chenal, en particulier en regard de l'endoprothèse au niveau du segment A et du segment B de l'aorte. Et lorsque des réinterventions sont nécessaires sur la partie distale de l'aorte, c'est essentiellement avec ce type de procédure des traitements endovasculaires. La conclusion de tout ça, c'est que l'avantage de ces prothèses hybrides,
permettent de réduire finalement l'incidence et le nombre de chirurgies nécessaires au niveau de l'axe thoraco-abdominal et permet de traiter en grande partie en un seul temps les pathologies de la crosse et de l'aorte thoracique descendante proximale. Néanmoins, je mettrai un petit bémol là-dessus, en particulier dans les pathologies disséquantes, que ce soit les dissections aiguës ou les dissections chroniques. Certes, elles permettent de traiter en un temps, mais il est quand même souvent nécessaire de faire un complément d'extension vers le bas pour ces patients, soit avec des techniques endovasculaires, le plus souvent avec des techniques endovasculaires. Mais ces prothèses hybrides permettent d'avoir quand même un support et un amarrage très satisfaisant pour lorsqu'on doit faire un traitement endovasculaire secondaire. Alors l'avenir, c'est probablement ça, c'est probablement comme on l'a sur les TAVI, c'est AortTeam, c'est de développer des aortic teams où on pourrait éventuellement traiter dans des salles hybrides, à la fois sur des pathologies aiguës ou des pathologies chroniques, effectivement des pathologies complexes de l'aorte, à la fois avec des techniques de chirurgie ouverte comme les prothèses hybrides et les techniques endovasculaires. Donc, je conclurai juste sur les prothèses hybrides, c'est que ces prothèses-là permettent et facilitent l'implantation. Finalement, c'est pas extrêmement compliqué. C'est la pathologie qui peut rendre la chirurgie compliquée. Le sizing est important, donc c'est vraiment nécessaire d'avoir une imagerie de bonne qualité et de pouvoir discuter avec nos radiologues. La morbimortalité est tout à fait comparable par rapport aux autres techniques, que ce soit les techniques d'hémiarche, les hémiarches plus endoprothèses ou les endoprothèses avec les débranchings complets. Et ça permet surtout de diminuer le taux de réintervention distale, même si, j'insiste bien sur ce point-là, même s'il ne faut jamais dire jamais, c'est-à-dire qu'en particulier dans le cadre des pathologies aortiques, des dissections aortiques, les réinterventions distales sont parfois ou souvent nécessaires, mais privilégiées avec des techniques plutôt endovasculaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Olivier, pour la qualité de cette présentation. Les images m'ont rappelé bizarrement un de mes anciens patients que j'ai dû prendre en charge alors que j'étais au CHU de Fès et qui avait effectivement une dissection chronique de l'aorte de type B et qui était compliquée par la suite d'un infarctus mésentérique en rapport avec une dissection de la mésentérique supérieure et du transiliaque. On aurait aimé offrir à ce patient un traitement endovasculaire. Malheureusement, ce n'était pas disponible. C'est un peu difficile d'offrir à nos patients des soins de cette qualité dans la mesure où on n'a pas encore des plateaux techniques aussi performants. Ce patient avait succombé malheureusement à sa pathologie, mais ces images ont évoqué ce souvenir de façon très bizarre. Alors, on cédera la parole tout de suite à cher Emmanuel Longeau pour nous parler de la protection cérébrale à l'occasion de la prise en charge des lésions de la crosse de l'aorte. Et on finira, bien entendu, par recevoir les questions et répondre aux questions du public qui assiste au webinaire. Merci beaucoup. À vous la parole, docteur Emmanuel. Okay. Je fais juste la petite manœuvre. Oui. Vous voyez là, à l'écran ça commence, oui. Alors, sauf que je vais commencer par la fin. Pas grave. Un petit marche arrière. Voilà, tac. Et voilà, je laisse la parole à Emmanuel Longeau. Donc, bonjour, je me suis déjà présentée tout à l'heure. Je suis anesthésiste. Je vais surtout vous parler de la protection cérébrale pendant les chirurgies de crosse aortique parce qu'on sait que c'est ce qui grève le pronostic. Les complications neurologiques, elles sont au premier plan. 3 à 5% pour les chirurgies programmées, le double pour les chirurgies en urgence. Les complications neurologiques, elles comprennent des AVC. Elles comprennent aussi les dysfonctionnements neurologiques permanents,
On recense 20% de séquelles neuropsychologiques après ces chirurgies-là. Et puis, il y a les dysfonctionnements temporaires, c'est-à-dire les déliriums en post-opératoire. La mortalité de cette chirurgie, c'est 6% pour les chirurgies d'anévrisme et jusqu'à 25% pour les dissections aiguës. Ce qui entraîne les complications neurologiques, c'est en première partie, c'est l'hypoperfusion cérébrale qu'on a pendant l'arrêt circulatoire. Il y a aussi le risque embolique par la perfusion cérébrale, on y reviendra, et puis les lésions d'ischémie-reperfusion qui comptent aussi. Et donc, il va falloir avoir des mesures de protection adaptées. Je vous ai résumé dans ce tableau là, tous les facteurs de risque de complications neurologiques. Comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux et c'est des facteurs qui sont peu modifiables. Donc, tout repose sur les mesures de protection. Il y a 3 types de mesures qui ont fait leur preuve. C'est d'une part essayer de limiter le plus possible, bien sûr, la durée de l'arrêt circulatoire. Ensuite, on a l'hypothermie qui a fait ses preuves et puis la perfusion cérébrale minimale également. Un petit retour sur la physiopathe, l'hypothermie cérébrale. On a une diminution du métabolisme cérébral en hypothermie, ce qui entraîne une diminution de la consommation d'oxygène, une diminution de la production des radicaux libres. Il faut savoir qu'en hypothermie modérée, 25 à 30 degrés, on a une conservation de l'autorégulation du débit sanguin cérébral. Et avec tout ça, on a une diminution de la mort neuronale. Pour donner un ordre d'idée, on baisse la consommation d'oxygène de 7% par degré, ce qui fait, si on doit donner un exemple, à 18 degrés en hypothermie profonde, on dit que le cerveau il fonctionne à 20% de son métabolisme de base. On a débuté cette technique de chirurgie, comme le disait Olivier, en hypothermie profonde pendant l'arrêt circulatoire. Ça, c'était dans les années 70. Donc, hypothermie profonde, c'est 14 à 20 degrés. C'est une technique qui a fait ses preuves. On a une bonne protection cérébrale avec ça, mais il y a une limite, c'est le temps. On voit là sur cette étude, c'était 400 patients. Au-delà de 50 minutes d'arrêt circulatoire, on avait un taux d'AVC qui était très élevé, 16%. Donc, dans cette étude, ils mettaient le cut-off à 50 minutes pour la durée sûre de protection cérébrale, mais dans les autres études, ils sont un petit peu moins optimistes et c'est souvent entre 30 à 40 minutes. Donc, pour avoir un peu plus de temps pour la chirurgie, on a essayé d'ajouter une perfusion cérébrale à l'hypothermie profonde. Et cette méta-analyse, elle regardait là, les complications neurologiques permanentes et on voit que ce n'est pas en faveur de l'ajout d'une perfusion cérébrale. On explique ce résultat avec cet histogramme. Là, en fait, quand on rajoute une perfusion cérébrale, en fait, on augmente le temps de circulation extracorporelle. C'est ce qu'on voit, les bâtonnets bleus là, sur l'histogramme, c'est le temps de CEC en hypothermie profonde seule. Et puis, les bâtonnets orange, c'est quand on rajoute la perfusion cérébrale à cette technique et on a des temps de CEC qui sont majorés de plus d'1 heure à chaque fois. Donc, ce n'est pas très satisfaisant, d'autant plus que l'hypothermie profonde, ça entraîne des complications. On a une coagulopathie sévère, on a des troubles de l'aréologie, on a en post-opératoire plus d'insuffisance rénale aiguë, plus de complications respiratoires. Voilà, le fait est que ça augmente aussi de façon très importante le temps de CEC parce que ça comprend la phase de refroidissement et la phase de réchauffement. Pour cette raison, on réalise plutôt cette chirurgie en hypothermie modérée, en tout cas en G. Donc, c'est entre 20 et 28 degrés, auquel on ajoute une perfusion cérébrale antérograde. Comme on le voit sur le schéma, on cannule souvent en sous-clavier ou en axillaire, et donc on perfuse par la carotide droite le cerveau pendant l'arrêt circulatoire. Le but, c'est de ne pas avoir les inconvénients de l'hypothermie profonde, tous ces effets indésirables. On ajoute une perfusion cérébrale continue minimale pour avoir une bonne protection cérébrale. La question se posait, avec cette technique d'hypothermie modérée, de moins bien protéger les organes spinaux et les organes abdominaux. Bon, on va voir que ce n'est pas le cas. Une méta-analyse qui comparait la méthode d'hypothermie profonde seule avec celle de l'hypothermie modérée
et perfusion cérébrale. Les résultats sont plutôt en faveur là, de l'hypothermie modérée et perfusion cérébrale. Ça, c'était les troubles neurologiques permanents encore. Et on voit qu'avec cette technique, on n'allonge pas le temps de circulation extracorporelle. Par contre, dans cette méta-analyse, donc diminution des troubles neurologiques, mais par contre, pas d'évaluation de l'ischémie des organes abdominaux et des organes médulaires. Pour les organes abdominaux, les études ont montré qu'on a moins d'insuffisance rénale aiguë et moins de complications respiratoires en post-opératoire en hypothermie modérée. Et pour ce qui est de l'ischémie médulaire, il n'y a pas de différence. L'incidence, elle est de 2 à 3% pour les deux techniques. On explique là cette diminution des complications d'organes par un syndrome inflammatoire qui est moins important en hypothermie modérée par rapport à l'hypothermie profonde. Moins de lésions d'ischémie reperfusion. Une autre solution pour perfuser les organes abdominaux pendant cette chirurgie-là, c'est d'ajouter une canule de circulation au niveau fémoral hein, pour pouvoir perfuser les organes abdominaux. On met un ballon au début de l'aorte descendante pour ne pas avoir de reflux de sang pendant la chirurgie. Ça peut être une des solutions. Donc maintenant qu'on sait que c'est l'hypothermie modérée qui est préférable avec une perfusion cérébrale, on se pose la question de faire une perfusion cérébrale plutôt unilatérale ou bilatérale. En fait, on compte, en perfusant seulement la carotide droite, on compte sur le polygone de Willis pour avoir une perfusion complète du cerveau. Mais par contre, on n'est pas sûr que tout le monde ait un polygone de Willis fonctionnel. Et on en fait la preuve dans les études. La première étude, c'est 500 cadavres qui ont été disséqués et 40% de ces individus, ils ont un polygone de Willis qui est incomplet. Même chose pour cette étude où c'était une toute petite série suisse, 20 patients qui étaient opérés d'anévrisme de la crosse aortique et avant leur chirurgie, on leur faisait passer une angiographie qui montrait le même résultat, 40% de polygones incomplets. Pourtant, ils ont été perfusés de façon unilatérale pendant la chirurgie et au Doppler transcrânien bilatéral, on remarquait que la perfusion était symétrique. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un polygone de Willis incomplet qu'on n'a pas une perfusion des deux hémisphères. On explique ça, en fait, par probablement une sous-estimation de d'autres réseaux collatéraux. Il n'y a pas que le polygone de Willis qui peut perfuser, c'est les réseaux ophtalmiques et les réseaux leptoméningés. Donc, y a-t-il quand même un intérêt à faire une perfusion bilatérale ? Là, dans cette étude, ils ont regardé la qualité de vie à 3 ans des patients avec le score SF36. Il y a premier groupe, c'était des patients perfusés uniquement sur la carotide droite. L'autre groupe, c'est une perfusion bilatérale. Et il y aurait peut-être dans l'analyse de sous-groupe un intérêt à faire une perfusion bilatérale. Ils auraient une meilleure qualité de vie à 3 ans chez les patients qui avaient un arrêt circulatoire de plus de 40 minutes, le groupe plus de 40 minutes. Un petit mot sur la perfusion cérébrale rétrograde qu'on a maintenant abandonnée. C'était une perfusion par les jugulaires, par les veines jugulaires. Et en fait, l'idée, c'était de maintenir le débit sanguin cérébral, mais en diminuant le risque embolique. On a remarqué qu'il y avait des lésions emboliques quand on perfusait par les carotides. Et là, on voulait diminuer, enfin même ne plus avoir ce risque-là. Et en fait, on voulait passer par les veines. Et en fait, c'est une technique qui n'a pas montré ses preuves. Plusieurs raisons. D'une part, on voit qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au capillaire avec la perfusion jugulaire parce qu'en fait, il y a trop de valvules dans les veines jugulaires. Donc, on n'atteint pas les capillaires. Et puis, autre chose, on avait une stagnation du sang dans le réseau veineux qui est plus capacitif que le réseau artériel. Et donc, on avait plutôt un risque d'œdème cérébral qui était proportionnel au temps passé sous perfusion rétrograde. Le seul avantage de cette technique, c'était qu'on avait une hypothermie bien homogène dans le cerveau. Les autres petits moyens de protection cérébrale, ça peut être la protection médicamenteuse. Là, je vous ai mis, il y a énormément de molécules qui ont été testées, mais qui sont souvent restées
au stade d'études animales, très peu d'études chez l'homme et encore moins de recommandations sur le sujet. Premier type de molécule, les barbituriques avec le thiopental, qui diminue de 30% le métabolisme cérébral. On l'injecte à peu près 5 minutes avant l'arrêt circulatoire. Les études n'ont pas montré d'amélioration du pronostic neurologique, mais il y a peu d'effets à faire une perfusion, une injection de barbiturique. Et donc, même si on n'est pas sûr du résultat, c'est fait assez souvent. C'est la même chose pour les corticoïdes, où l'idée, c'est de diminuer l'œdème des cellules ischémiées cérébrales. Pas de preuve non plus de l'efficacité, mais une certaine innocuité à en faire une dose, donc ça peut être réalisé aussi. Autre molécule qui aurait pu être intéressante, c'est les inhibiteurs calciques, par le fait d'une vasodilatation cérébrale pour homogénéiser l'hypothermie, et puis aussi de diminuer le calcium intracellulaire, et donc diminuer les lésions d'ischémie-reperfusion. 2 molécules possibles, l'animodipine, qui est la seule à passer la barrière hémato-encéphalique, et puis aussi le sulfate de magnésium, avec son effet anticalcique-like. Une chose est sûre, c'est les risques de l'hyperglycémie. Les lésions liées à l'hyperglycémie, elles ont été prouvées, et ce, même chez les patients qui ne sont pas diabétiques. Donc, on a un objectif strict de normoglycémie, et c'est un objectif qu'il faut un petit peu anticiper avant de partir en hypothermie, puisqu'en hypothermie, on a une insulinorésistance qui s'installe et on va avoir du mal à obtenir nos objectifs. Donc, avant de partir en hypothermie, on a un objectif assez strict de 8 à 10 millimoles par litre de glycémie. Un autre objectif, c'est avoir une bonne rhéologie. L'hypothermie, ça augmente la viscosité sanguine. Et donc, on a un objectif qui est assez simple à retenir, c'est d'avoir une hématocrite en pourcent qui est la même que la température de l'hypothermie pour avoir une bonne rhéologie. Autre chose à ne pas négliger, c'est le réchauffement. Il faut que ce soit un réchauffement lent, c'est-à-dire 1 degré maximum toutes les 5 minutes. Parce que le risque d'hyperthermie cérébrale, il est réel. C'est un organe qui est richement vascularisé et donc il va se réchauffer plus vite que les autres organes. Donc voilà, il faut aller lentement et il faut monitorer la température. C'est ce dont je parle là. On a plusieurs moyens de monitorage. Il faut abandonner le monitorage rectal et le monitorage vésical qui ne sont pas fiables dans ces moments-là de réchauffement et de refroidissement. C'est plutôt la température tympanique qui se rapproche le plus de la température sanguine. On monitore les pressions de perfusion. Pour monitorer la pression de perfusion cérébrale, on met le cathéter en radial gauche, puisque comme ça, par la perfusion de la carotide droite, le polygone de Willis et jusqu'à la sous-clavière, on va pouvoir se donner un reflet de la pression de perfusion cérébrale. Quand on ajoute une cannulation de CEC en fémoral, on peut aussi ajouter un cathéter fémoral pour avoir la perfusion des organes abdominaux. Le monitorage cérébral. Plusieurs moyens possibles. Le NIRS, l'appareil de NIRS, c'est la spectroscopie infrarouge, l'électroencéphalogramme, le Doppler transcranien, les potentiels évoqués et auditifs. Bon, il n'y a aucune méthode qui a fait preuve de supériorité par rapport à l'autre. Nous, par exemple, on utilise le Doppler transcranien. Je commence à parler du NIRS parce que c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, sur lesquels il y a eu beaucoup d'études, mais pas mal de déceptions aussi. Pourtant, c'est un moyen qui est non invasif. C'est 2 électrodes qu'on pose sur les lobes, au niveau des lobes frontaux et qui mesurent la saturation tissulaire en oxygène de façon bilatérale. C'est environ 60% la valeur normale. On étudie surtout la variation de cette saturation pour savoir si on a bien une perfusion qui est symétrique. Et malheureusement, les études n'apportent pas de bons résultats. On détecte certes des symétries, mais même si on y fait quelque chose, donc on voit là dans le groupe interventionnel de la première étude, on n'a pas de différence sur les complications neurologiques.
Même chose, une deuxième étude, la 2014, diminution de la durée de séjour, mais pas de résultats sur les complications neurologiques. Ce qui va peut-être tous nous mettre d'accord, c'est une étude canadienne qui est en cours, ce sera une étude randomisée. Donc, ça va peut-être trancher. Donc nous, on utilise le Doppler transcrânien pour savoir si on a bien une perfusion bilatérale. C'est une méthode qui n'est pas invasive, qui par contre ne concerne que l'artère cérébrale moyenne, on ne capte que celle-là. On a des soucis, notamment pour avoir les signaux, et puis des difficultés d'interprétation aussi, c'est très opérateur dépendant, c'est pas tout à fait satisfaisant comme méthode, et on n'a pas vu de différence sur le risque d'AVC et le risque de mortalité. Les potentiels évoqués auditifs, là on commence à être dans des méthodes plutôt invasives et difficiles à mettre en place, et d'autant plus qu'il n'y a pas d'avantage sur les complications neurologiques. Même chose pour l'électroencéphalogramme qui est assez difficile à lire, il faut quand même être formé, c'est invasif, ça ne détecte pas la survenue d'AVC, ça nous confirme juste si on a une burst suppression, un tracé isoélectrique que le cerveau est bien en hypothermie. Pour résumer, les mesures de protection cérébrale, c'est l'hypothermie, ça c'est certain. Nous, on utilise l'hypothermie modérée, entre 20 et 28 degrés, avec une perfusion cérébrale minimale. Uni ou bilatéral, on n'a pas encore assez d'éléments pour décider. Alors peut-être que c'est intéressant pour les chirurgies où on sait qu'on va dépasser 40 minutes de perfusion cérébrale. Attention au réchauffement, à la lutte contre l'hyperthermie. Les autres petits moyens, c'est les barbituriques et les corticoïdes, les moyens médicamenteux qui n'ont pas de gros effets indésirables, donc il ne faut peut-être pas s'en priver. Par contre, la normoglycémie, ça c'est un objectif qu'on doit avoir en tête. Les moyens de monitorage, les pressions de perfusion par le cathéter radial gauche, ça c'est certain. Les autres, NIRS, Doppler transcrânien, voilà, ça c'est en fonction des équipes, il n'y a pas de preuve là-dessus. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la communication entre l'équipe chirurgicale, l'équipe anesthésique et le perfusionniste. Voilà. Merci beaucoup, cher docteur Emmanuel Longeau. C'était très bien de nous rappeler toutes les bases donc, du monitorage et de la protection cérébrale. Et comme on avait dit en introduction, ce sont des conditions nécessaires quand même pour le succès de telles interventions. On a beau réaliser des prouesses de point de vue technique chirurgical, si on protège mal notre cerveau, eh ben, le résultat est peut-être tout simplement fâcheux, sinon catastrophique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. S'il y a parmi l'audience, il y a des questions, n'hésitez pas. On a déjà un petit public, on a frôlé les quarantaines, c'est une bonne chose. Je tiens à saluer l'équipe de Marrakech avec en tête notre maître professeur Boumzbra, Drissi Boumzbra, qui nous fait honneur en participant à ce webinaire. Et j'attends vos questions éventuellement de l'équipe de Marrakech ou bien des autres participants ici présents. Sinon, moi j'ai une question à poser à Dr Olivier Fouquet. Elle peut être très générique. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai fait une chirurgie d'une dissection de la aorte, ce n'était pas un remplacement de la crosse, mais c'est une open anastomose pour l'anastomose distale. Et donc, bien évidemment, un arrêt circulatoire et donc une technique de protection cérébrale. On était parti sur une cannulation axillaire droite avec une perfusion cérébrale, tout le monitorage nécessaire, le NIRS, bien entendu, le monitorage par pression invasive avec 2 cathéters. En fait, l'avantage de mettre 2 cathéters, ça peut être radial droite et fémorale, c'était le cas pour notre patient. Un radial droite, ça va permettre de contrôler la pression de perfusion cérébrale au cours de la CEC, mais au cours de l'arrêt circulatoire surtout. Et puis, un cathé fémoral pour être sûr qu'on est en train de perfuser le bon chenal, le vrai chenal plutôt que le faux chenal. C'était quand même un moment, psychologiquement, un moment difficile à gérer ce temps d'arrêt circulatoire qui ne doit pas être prolongé parce que ça conditionne
les résultats de l'intervention. D'où ma question pour toi, cher Olivier. En opérant une crosse de l'aorte, quel est le pire cauchemar que vous pouvez confronter? Bonne question. Oui, Euh, il y a, déjà, je pense que quand on part sur une dissection aortique, moi je dis souvent, c'est comme un pilote d'avion avant de décoller. Il faut avoir un plan de vol, ça c'est sûr, mais il faut être capable aussi d'être confronté à toutes les situations. Parce qu'effectivement, sur une dissection en aigu, et des fois, on a l'impression de se dire le geste va être relativement simple. On va faire un geste à peu près simple sur la racine de l'aorte, et puis finalement, on se rend compte que il faut faire un remplacement complet. Enfin voilà. Et mon pire cauchemar, enfin moi, je peux le raconter parce que c'était il y a 2-3 ans. Mon pire cauchemar, ça avait été sur une dissection aortique chez un jeune qui arrivait, qui avait eu un diagnostic de dissection juste sur des douleurs thoraciques, qui n'avait pas de complications, qui n'avait pas de malperfusion viscérale, qui n'avait pas d'épanchement péricardique, et pour lequel j'ai été confronté à une texture de tissu qui faisait que rien ne tenait. Et en particulier sur les troncs supraortiques. Initialement, j'étais parti sur un geste un peu comme le vôtre, c'est-à-dire sur une anastomose aorte ouverte. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une déchirure qu'on ne voyait pas bien au scanner, une déchirure qui se prolongeait dans le TABC, donc, et qui allait aussi vers la carotide primitive gauche. Donc je savais qu'il fallait que je parte sur une chirurgie plus extensive, sur une crosse plus complète. Et en fin de compte, là, je me suis retrouvé, effectivement, j'avais rien qui tenait. À chaque fois que je faisais une suture, ça s'est très mal fini, cette histoire. Et c'est vrai que, voilà, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a, sur la dissection aortique, et en particulier en aigu, c'est toujours très compliqué. Il y a parfois des gestes opératoires qui vont être relativement simples. Tout va s'enchaîner relativement bien, l'hypothermie, même l'hémostase, parce que je dis souvent, quand on a fini nos anastomoses, il y a une deuxième opération qui commence, qui va être l'hémostase. On a tous passé plusieurs heures au bloc à faire de l'hémostase. Et c'est là où, effectivement, la communication avec nos collègues anesthésistes est primordiale. Mais d'un point de vue purement chirurgical, ouais, je pense qu'il y a... Enfin, ça, c'est un de mes pires souvenirs, en tout cas, de cette chirurgie-là. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. d'accord. Qui n'en a pas eu? Oui, certainement, hein, certainement. Plus on opère de malades, plus on a de surprises. C'est vrai que parfois, je ne sais pas si c'était le cas pour votre patient, mais on a des orthopathies familiales ou bien des aortites inflammatoires et la suture, déjà que la suture, ça devient un grand problème. Difficile donc de réaliser une anastomose, difficile de faire de l'hémostase. Et, oui, effectivement, ça peut être un vrai cauchemar, ça. Un vrai cauchemar. Sinon, par rapport aux techniques hybrides, vous avez une préférence particulière entre la Evita Open et la Thoraflex? Alors, moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé mes premières implantations, j'ai commencé en 2013. Et donc, c'était avec l'Evita Open. Parce qu'à l'époque, il fallait savoir que le remboursement de la prothèse, il y a eu 2 niveaux de remboursement pour la prothèse Evita Open et la prothèse Thoraflex en France. Dans un premier temps, l'Evita Open, enfin la Thoraflex n'était destinée qu'aux patients en aigu. D'accord. Et bon, quand on n'a pas l'habitude de cette chirurgie-là ou de ces prothèses-là, se lancer sur la mise en place d'une prothèse hybride en aigu, quand on ne l'a pas fait en chronique, c'est un peu bancal. Donc, on a attendu qu'il y ait le remboursement, par exemple, pour la Thoraflex, à la fois en aigu et en chronique, pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, moi, j'ai commencé initialement avec la prothèse Evita, qui avait le remboursement pour l'aigu et pour le chronique. Pour lequel on a eu plutôt des bons résultats. On a, à Angers, je crois de mémoire, on en a implanté une trentaine à peu près. Et après, on s'est mis à la Thoraflex, alors pour 2 raisons. La première, le dispositif, le système de largage est quand même beaucoup plus court sur la Thoraflex que sur l'Evita Open. Il faut imaginer que la Thoraflex, c'est comme d'avoir un bazooka dans les bras et il faut être à 2 pour larguer l'endoprothèse, ce qu'on n'a pas avec la Thoraflex. Le deuxième avantage de la Thoraflex,
c'est que effectivement, il y a le système des tétines qui permet de raccourcir d'autant le temps d'arrêt circulatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait l'anastomose distale au niveau de notre moignon aortique, qu'il soit au niveau de l'isthme, entre la sous-clave, entre la carotide et le TABC ou avant le TABC, peu importe. Néanmoins, ça permet, à partir du moment où on a fait l'anastomose proximale aussi, de repartir assez rapidement en CEC. Et ça, c'est un des gros avantages. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a maintenant à Angers, nous, un dépôt de Thoraflex qui nous permet de l'avoir pour l'urgence, pour la dissection en aigu, par exemple. D'accord. Je vais peut-être répondre à une question qui aurait peut-être été posée après, j'en sais rien. Mais par exemple, on ne l'utilise pas systématiquement en aigu, Okay. la Thoraflex, par exemple. Vraiment, on l'utilise que dans les cas de déchirure intimale qui intéressent la crosse et qui vont se prolonger dans la aorte thoracique descendante. Donc vraiment, on se limite à l'utilisation de ce type de dispositif. En aigu, on le limite vraiment aux indications de remplacement de crosse et d'aorte thoracique descendante. D'accord. Effectivement, le fait de pouvoir repartir en CEC dès qu'on a réalisé l'anastomose proximale et distale, ça doit améliorer certainement le pronostic du patient. Parce que ça nous laisse le temps de réaliser plus ou moins à l'aise les anastomoses des troncs supraortiques. Donc, je crois que c'est ça ce qui doit arranger quand même le pronostic des malades par rapport aux techniques, je dirais, conventionnelles. Et dans ces conditions, la Thoraflex doit se positionner comme une prothèse quand même. Il doit sortir une nouvelle Evita Open là, bientôt qui aura les mêmes caractéristiques que la Thoraflex d'ailleurs. C'est-à-dire avec un système de tétine et tout ça. D'accord. Tant mieux alors. On verra ce que ça va donner. Sinon, par rapport au débranching, on a parlé tout à l'heure, bien sûr, on a insisté sur la nécessité de faire les bonnes mesures à l'imagerie déjà pour mesurer le collet supérieur, collet proximal, collet distal, etc., pour pouvoir larguer ces prothèses. Est-ce que vous avez des marges de sécurité à définir? C'est-à-dire, il faut laisser, théoriquement, je dirais 20 mm pour un collet proximal, c'est ça? Ouais, c'est plutôt entre 15 et 20 mm, c'est 17 mm en général. 17 en moyenne, on va dire. D'accord. Sinon, ma remarque par rapport à la protection cérébrale en perfusion antérograde, docteur Emmanuel, on en a parlé tout à l'heure, les anomalies du polygone de Willis. Franchement, ça me surprend. 40% de la population risque d'avoir, selon les études rapportées, risque d'avoir des anomalies du polygone de Willis. Je pensais que le chiffre était beaucoup moins que ça. Et je me suis dit, quand même, voilà, peut-être que la morbidité neurologique que nous avons en post-opératoire doit être quelque part liée à des anomalies de polygone de Willis. Or, dans votre présentation, je découvre que voilà, dans les 2 séries que vous avez citées, il y a 40% d'anomalies, de patients avec des anomalies de polygone de Willis, et ça ne semble pas conditionner, par contre, la qualité de la perfusion cérébrale, ni réellement le pronostic neurologique, je dirais, du patient. Je ne sais pas s'il y a une autre explication à donner par rapport à ça, mis à part éventuellement une autre collatéralité autre que le polygone de Willis, ou bien est-ce le concours de différents moyens de protection cérébrale qui fait que voilà, on réussit finalement ce challenge, hormis l'existence d'anomalies anatomiques. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Moi aussi, j'étais surprise du taux de polygone de Willis incomplet. On s'était un peu posé la question pour les chirurgies programmées. Est-ce que c'était intéressant de leur faire des scanners pour voir leur polygone de Willis avant intervention? Et finalement, en lisant un peu tout ça, on voit qu'on ne peut pas vraiment prédire les complications neurologiques, en tout cas là-dessus. Donc, il n'y a pas franchement d'intérêt, je pense, à évaluer le polygone avant une chirurgie programmée, en tout cas de remplacement de la crosse. Oui, d'accord. Alors, en attendant les questions de l'audience, qui me paraît un petit peu paresseuse aujourd'hui, par rapport aux endophytes, c'est ça ce qui dérange un peu le devenir des endoprothèses, Olivier, n'est-ce pas? On peut avoir des endophytes au niveau des collets, on peut avoir des endophytes dans le corps des prothèses. Quelle est votre expérience par rapport à ça?
Alors, je vais vous dire, honnêtement, je ne suis pas très bien placé pour en parler parce que sur la partie endovasculaire, c'est essentiellement mes collègues de chirurgie vasculaire qui pratiquent ça. L'expérience que j'ai, moi, en tout cas, sur les prothèses hybrides, c'est que on a, enfin, quasiment, dans plus de 80% des cas, une thrombose complète du faux chenal, quand on parle de dissection aortique, une thrombose complète du faux chenal en regard de l'endoprothèse implantée. Donc, je dirais la satisfaction, elle vient surtout de là. On a très peu d'endofuites de type 2, ou en tout cas qui viendraient des collatérales. Mais encore une fois, l'avantage de ces prothèses hybrides, c'est que ça permet aussi d'avoir une très bonne zone d'amarrage et d'ancrage pour les techniques endovasculaires qui peuvent être amenées à être proposées ultérieurement après cette chirurgie-là. Donc on a vraiment, enfin, sur toute notre série, enfin, je crois que maintenant on arrive à presque 50 ou 60 patients implantés avec des prothèses hybrides. Une expérience, on va dire, mais ouais, on a une très grande majorité de thrombose du faux chenal quand on parle de dissection aiguë ou de dissection chronique, en regard de l'endoprothèse. Donc je dirais que de ce côté-là, c'est assez satisfaisant, la technique est intéressante, et puis ça permet surtout ensuite, effectivement, d'avoir une bonne zone d'ancrage. D'accord, d'accord, très bien. Sinon, la hantise, je ne sais pas, parce que des fois, justement, souvent, ça peut être un grand succès, éventuellement, donc, quand il s'agit de prothèses hybrides, mais parfois, on est amené à faire des réinterventions. Et vous, en tant que chirurgien, j'oserais vous qualifier de chirurgien conventionnel, c'est-à-dire comment vous allez peut-être gérer un patient qui revient avec une lésion qui continue à progresser malgré une endoprothèse à réaliser plus ou moins à moyen terme. C'est-à-dire, vous recevez un patient pour une pathologie, pour une dissection de l'aorte par exemple, on traite par une endoprothèse, la lésion évolue défavorablement, elle continue à progresser, on est obligé donc de réintervenir. Est-ce qu'il y a une limite à l'utilisation des endoprothèses? Et est-ce que voilà, il y a une limite à réintervenir sur un patient chez qui on avait proposé des endoprothèses de ce genre? Alors, c'est pas une limite, parce que quand j'étais à l'époque où j'étais à Rennes, donc ça remonte entre 2006 et 2010, avec Jean-Philippe Verroy, qui est professeur de chirurgie à Rennes, on avait réalisé le cas d'un marfan qu'on avait traité, qui avait été opéré d'une dissection de type A, qui avait eu un Bantal à l'époque, puis après avait évolué sur la crosse, on avait fait une prothèse hybride, et évolué sur la partie thoraco-abdominale. Voilà. Et en fin de compte, on lui avait fait un thoraco-abdo, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Et il est tout à fait possible de suturer ces endoprothèses. Ah. Voilà. Et ça a été publié, ça d'ailleurs, enfin, c'est un petit case report, mais qui a été publié dans le JTCS, on l'avait publié à l'époque, mais c'est vraiment, on peut coudre une endoprothèse. Paradoxalement, je vous ai expliqué dans mon topo qu'effectivement, on a des cas de temps en temps de couverture d'endoprothèses, donc qui sont mis de façon rétrograde pour un type B par exemple, et qui vont, soit l'endoprothèse se déplace vers l'aorte ascendante, va disséquer l'aorte ascendante, on a eu des cas comme ça. Et finalement, de façon assez surprenante, on peut être amené à réséquer de l'endoprothèse. Donc ça se coupe assez bien, voilà, chirurgicalement, et on peut coudre aussi dessus. D'accord, c'était ça un petit peu la hantise. Moi, je me disais que voilà, l'armature peut être difficile à couper si on a envie d'agir sur une anastomose, par exemple. Est-ce possible de couper une endoprothèse et de faire des sutures? Là, j'ai la réponse. Parce que apparemment, Si vous fermez votre tête avec des fils d'acier, vous prenez une bonne pince à fil d'acier, pince coupante, et vous pouvez couper. Ça fait l'affaire. Ok, bah, tant mieux, dans ce cas, tant mieux, tant mieux. Et par rapport aux fenestrations, alors je sais bien sûr que voilà, maintenant on peut développer, on peut réaliser des fenestrations et adapter une endoprothèse à un geste sur la crosse de l'aorte avec possibilité de perméabiliser, bien sûr, de mettre une prothèse couverte ou non sur les troncs supraortiques. Donc, pouvoir manipuler ces prothèses, c'est avantageux et ça permet donc plus de possibilités thérapeutiques, je dirais. Avez-vous une expérience par rapport à ça, par rapport à la fenestration d'une endoprothèse avant un geste sur la crosse de l'aorte en regard de la naissance des troncs supraortiques, par exemple?
Alors, j'ai pas, au niveau des troncs supraortiques, alors il y a deux choses. Sur la fenestration, il y a deux cas de figure. C'est essentiellement, je dirais, dans les dissections de type chronique. Parce que quand on intervient sur une dissection chronique, et en particulier sur les troncs supraortiques, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça déjà, mais il y a des fois, on ne sait pas où est la vraie lumière de la fausse lumière. Oui. Quand tout est remanié avec un flap intimal qui s'est rigidifié un peu. Donc là, effectivement, au moment où je vais réimplanter mes troncs supraortiques, je n'hésite pas à faire une fenestration et à découper un petit peu en triangle au ciseau pour créer un faux chenal à l'origine au niveau de ma suture et pour que finalement la perfusion elle se fasse à la fois dans les deux chenaux, en sachant que je suis incapable de différencier le vrai du faux chenal. En ce qui concerne la orthoracite descendante, et que par exemple on a posé l'indication d'une prothèse hybride, la situation qui peut être embêtante, c'est lorsque vous avez une déchirure intimale qui se prolonge au niveau de la orthoracite descendante avec des artères viscérales qui vont être certaines du vrai et certaines du faux chenal. Et on sait très bien que si on met notre endoprothèse dans le vrai chenal, on va bien sûr, le but étant de plaquer ce faux chenal, mais on va condamner aussi on risque de condamner les artères viscérales qui naissent du faux chenal. Là, on peut être amené également à réaliser effectivement des fenestrations au ciseau à ciel ouvert vers la orthoracite descendante. Je crois que votre micro est coupé. Je disais effectivement, ça peut être un challenge déjà de repérer la vraie de la fausse lumière. Bon, je crois qu'avec un peu de recul, on arrive quand même à le faire et à réaliser. Donc, la fenestration peut être une solution, effectivement. Ouais. Je dirais chirurgicalement parlant déjà, couper largement un flap et essayer d'améliorer ainsi la perfusion de l'organe cible. Alors, je crois que… alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Bon, il y a des félicitations de la part des amis, d'accord. Je tiens à vous transmettre ça. Il y a tous les amis qui vous félicitent pour la qualité des présentations. C'était enrichissant. Ça, c'est selon les dires d'un vieil ami de Marrakech, à savoir le professeur Abdel Samad, que je tiens à féliciter parce qu'il vient de réussir tout récemment son concours d'agrégation. Il y a des félicitations de la part de pas mal de membres. Je tiens à vous transmettre ça donc, de vive voix. Je remercie beaucoup l'équipe de Marrakech qui était présente parmi nous. Merci, cher Olivier. Merci, Emmanuel, pour vos présentations. Votre contribution est grande à l'enrichissement du contenu de notre jeune académie. J'espère vous rencontrer très bientôt dans une autre thématique de votre choix éventuellement. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup pour votre participation. Merci au public. Je tiens à remercier également ma résidente, Dr Kautar Mjahoud, parce que c'est elle qui prépare les petites animations en introduction donc, à chaque thématique. Je remercie également Dr Gabriella Ricciardi, qui est résidente à Milan et qui nous fait de superbes schémas. Elle nous a fait déjà donc, le schéma la fois précédente et puis le schéma qu'on a sur la plateforme web de la chirurgie de la crosse de l'aorte. Il nous a fait également de très beaux dessins sur la chirurgie de la transpo des gros vaisseaux, le thème qui doit venir à la fin du mois prochain. Pour le moment, je garde le nom des orateurs un peu dans le secret, histoire de faire un peu de suspense. Donc, encore une fois, cher Olivier, merci beaucoup. Emmanuel, merci et je vous dis à très bientôt. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Cher public, au revoir et à très bientôt, la fin du mois prochain, avec la prise en charge de la transposition des gros vaisseaux. Nous aurons 2 chirurgiens et un anesthésiste réanimateur pour faire le tour de la question. Soyez nombreux. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.